En plein débat sur les armes à feu, le Congrès américain a écouté les témoignages des rescapés et familles de victimes de fusillades. Sévérodonetsk est en grande partie sous contrôle russe. Le gouverneur ukrainien de la région concède que les troupes de Kiev pourraient être contraintes de se retirer. Le patron de l'ONU a alerté mercredi sur le risque d'une vague sans précédent de famine et de misère dans le monde suite à la guerre en Ukraine. Le château du Clos Lucé accueille l'exposition de ce tableau inachevé peint bien avant la Joconde. On y voit l'empreinte digitale de Léonard de Vinci. Son témoignage a bouleversé le Congrès américain, mais aussi tout un pays. Rescapé de la fusillade d'Uvalde qui a fait 21 morts, Mia Serio a expliqué aux élus américains comment elle a pu échapper à la mort. Marquée par ce drame, la jeune fille de 11 ans assure qu'elle ne se sent plus en sécurité à l'école. Il a tiré sur mon ami qui était à côté de moi et j'ai pensé qu'il allait revenir dans la salle. Alors j'ai pris un peu de sang et je me le suis étalé partout. Et qu'as-tu fait après ? Je suis restée silencieuse et j'ai appelé les urgences avec le téléphone de mon institutrice. Le Congrès américain a également été confronté au témoignage des parents de Lexi Rubio, une des victimes d'Uvalde. Nous ne voulons pas qu'on pense à Lexi comme un simple chiffre. Elle était intelligente, compatissante et sportive. Je suis sûre que quelque part, il y a une maman qui nous écoute en ce moment et qui ne peut même pas imaginer notre douleur, sans savoir que notre réalité sera un jour la sienne si nous n'agissons pas tout de suite. Greg Jackson Jr. est un survivant d'une fusillade survenue à Washington il y a 9 ans. Aujourd'hui, il milite pour le contrôle des armes à feu. Les armes sont la première cause de décès chez les hommes noirs et la deuxième cause chez les femmes noires et les hommes latinos. Même si c'est un sujet politique pour le Congrès, pour nous, c'est surtout une question de vie ou de mort. Mercredi soir, la Chambre des représentants a voté en faveur d'un projet de loi qui interdirait la vente de fusils semi-automatiques aux moins de 21 ans. Mais à cause de l'opposition des Républicains, la proposition a peu de chances de passer au Sénat. Joe Biden et son épouse Jill en maître de cérémonie pour l'ouverture du sommet des Amériques. Le président des États-Unis a accueilli à Los Angeles la plupart des dirigeants du continent, mais pas tous. Le président mexicain a ainsi boudé le rendez-vous, reprochant à la Maison-Blanche de ne pas avoir convié Cuba, le Nicaragua ou le Venezuela. Lors de son discours, Joe Biden a mis l'accent sur la nécessité d'une coopération accrue pour favoriser la prospérité économique. Il est également revenu sur les différends diplomatiques avec certains pays, en insistant sur la nécessité de défendre la démocratie. Alors que nous nous retrouvons aujourd'hui à un moment où la démocratie est attaquée dans le monde entier, unissons-nous à nouveau et renouvelons notre conviction que la démocratie n'est pas seulement le trait caractéristique des histoires américaines, mais l'ingrédient essentiel de l'avenir des Amériques. Joe Biden, qui va profiter de ce sommet pour avoir des entretiens bilatéraux, a aussi évoqué la signature prévue ce vendredi d'une déclaration de Los Angeles sur l'immigration. Sa vice-présidente Kamala Harris a déjà annoncé que le secteur privé allait débloquer 1,9 milliard de dollars pour soutenir la création d'emplois en Amérique centrale et dissuader les candidats au départ d'affluer à la frontière sud des États-Unis. Les forces russes contrôlent la majeure partie de la ville de Sévérodonetsk, à l'exception de la zone industrielle, de l'aveu même du gouverneur de la région de Lugansk. Dans une vidéo diffusée hier soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que le sort de la région du Donbass se jouait dans la bataille de Sévérodonetsk. C'est une bataille très féroce, très difficile, probablement l'une des plus difficiles de cette guerre. Je suis reconnaissant à tous ceux qui défendent nos positions. À bien des égards, le sort de notre Donbass se joue là. La ville voisine de Lysychansk est entièrement contrôlée par l'armée ukrainienne, mais subit des bombardements presque incessants et vit dans la crainte d'une offensive russe. Suivant l'appel des autorités, de nombreux civils ont quitté les lieux, sauf ceux qui n'en ont pas les moyens ou qui sont trop âgés.
Dans notre pays, on travaille toute sa vie pour avoir un toit sur la tête. C'est pourquoi nous ne voulons pas aller quelque part où nous n'aurons pas notre propre toit. Il y a beaucoup de gens dans notre ville qui ne sont pas partis parce qu'ils ont travaillé toute leur vie pour avoir leur propre appartement. De nouveaux bombardements ont également eu lieu dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. Ces frappes qui ont endommagé des maisons et un supermarché ont fait 5 morts et une douzaine de blessés. Les militaires russes ont déclaré avoir utilisé des missiles de haute précision pour détruire une usine de réparation de blindés située près de Kharkiv. L'ONU tire la sonnette d'alarme. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a alerté mercredi sur le risque d'une vague sans précédent de famine et de misère dans le monde. Selon le patron de l'ONU, l'impact de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire, l'énergie et les finances est systémique et grave. 3 mois après l'invasion russe de l'Ukraine, nous sommes confrontés à une nouvelle réalité. Pour ceux qui sont sur le terrain, chaque jour apporte de nouvelles effusions de sang et de nouvelles souffrances. Et pour les peuples du monde entier, la guerre ainsi que les autres crises menacent de déclencher une vague sans précédent de famine, laissant derrière elle le chaos social et économique. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, entre 20 et 25 millions de tonnes de céréales sont actuellement bloquées en Ukraine à cause des forces russes. Ce mercredi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a rencontré à Ankara son homologue turc Mevlut Çavuşoğlu pour discuter de corridors maritimes sécurisés. Selon lui, Moscou serait prêt à ouvrir des couloirs pour permettre la reprise des exportations de céréales depuis l'Ukraine, à condition que celle-ci retire les mines de ses ports. Cette option est rejetée par Kiev, qui craint que les forces russes n'en profitent pour attaquer. La dépouille du journaliste français tué en Ukraine a été rapatriée dans l'Hexagone dans la nuit de mercredi à jeudi. L'avion transportant le cercueil drapé de noir de Frédéric Leclerc-Imhoff s'est posé sur le tarmac de l'aéroport du Bourget, près de Paris, peu après 3 heures du matin. Les membres de sa famille et ses proches, ainsi que la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, ont observé un moment de recueillement. Quelques heures plus tôt, ses collègues de la chaîne d'information BFM TV avaient observé une minute de silence en sa mémoire. Et ce vendredi soir, un hommage lui sera rendu place de la République à Paris. Frédéric Leclerc-Imhoff, qui avait 32 ans et qui effectuait sa 2e mission en Ukraine, a été tué le 30 mai dernier, alors qu'il tournait un reportage sur l'évacuation des civils de Lysychansk et de Severodonetsk dans le Donbass. La ministre française des Affaires étrangères affirme qu'il a été victime d'un bombardement russe. Selon Reporters sans frontières, 8 journalistes ont été tués en Ukraine depuis le début de l'offensive russe le 24 février. Ils luttent pour qu'ils ne soient pas oubliés. Plusieurs syndicalistes bélarusses exilés en Pologne ont manifesté devant leur ambassade à Varsovie. Entre leurs mains, les portraits de leurs collègues syndicalistes restés au Bélarus et cible privilégiée du régime d'Alexandre Loukachenko. Les syndicalistes dont les photos sont entre nos mains risquent plusieurs années de prison pour trahison, alors qu'ils n'ont fait qu'aider les travailleurs réprimés. L'ensemble du monde syndical est consterné par ce qui se passe au Bélarus et nous ne pouvons pas non plus rester passifs. Le dirigeant bélarusse, soutenu par son homologue russe Vladimir Poutine, poursuit depuis sa réélection contestée en 2020 la chasse aux opposants et leaders syndicaux. Les manifestants insistent, bien que les yeux du monde soient rivés sur l'Ukraine, n'oublions pas le Bélarus. C'est l'effervescence au Clos Lucé à Amboise, au cœur de la vallée des Châteaux de la Loire. Dans ce lieu où Léonard de Vinci a passé les 3 dernières années de sa vie, une œuvre énigmatique s'offre aux visiteurs à partir de vendredi. Le Saint-Jérôme est un chef-d'œuvre inachevé du génie toscan, réalisé sans doute bien avant la Joconde. Le fait que ce tableau ne soit pas fini permet de découvrir les techniques du peintre, celle de l'essuyer avec un chiffon et celle au doigt, utilisée pour faire un fondu avec de la peinture fraîche. Et le tableau réserve une surprise de taille. C'est particulièrement émouvant parce que tout le monde a fait cette expérience de son empreinte digitale. Et bien là, nous avons l'empreinte digitale de Léonard il y a 535 ans.
L'exposition déjà présentée au Vatican et à New York est prévue jusqu'au 20 septembre en France.